l'émission Parole de femmes. Nous parlons de la beauté et de la puissance du leadership féminin. Et nous sommes depuis le début de la semaine avec notre invitée Séverine Accus qui est encore avec nous aujourd'hui. Et nous allons voir comment aujourd'hui devenir une leaduse influente. Avec toi Séverine. Bonjour Annabelle. Tu vas bien Séverine? Oui, je vais bien. Salut Nadine. Toi aussi ça va Nadine? Ça va très bien, merci. Et toi Annabelle? Mais merci. Oui, très bien, merci. Nous allons donc tout très bien. Donc sur cette note positive, nous allons pouvoir poursuivre. Tu vois, c'est parce qu'on a bien suivi tous tes conseils d'hier par rapport à la reconnaissance, à l'honneur mutuel qu'on peut avoir entre femmes. Et vous voyez tout de suite les résultats, les fruits sont apparents. Donc c'est super, on va pouvoir avancer, aller de l'avant. Et aujourd'hui, on va parler de l'influence. Ouais. Tu en as un petit peu parlé ici et là dans les émissions du début de la semaine, qu'un leader, c'est quelqu'un qui a normalement une influence. Mais on va voir justement comment développer cette influence. Et puis, j'ai l'impression que Séverine ne va pas forcément parler des réseaux sociaux, que l'influence n'est pas reliée forcément aux réseaux sociaux. Je le dis au cas où. Séverine, tu confirmes ou tu déconfirmes? Tout à fait. Et nous pouvons être des influenceurs sans être sur les réseaux sociaux. Ah. Ce n'est pas la seule façon d'être influenceur. Donc, comment peut-on être un leader, une leaduse influente? Oui. Alors, je vais développer durant cette émission 3 points. Ce qui est intéressant dans le premier point que je vais développer, c'est qu'il existe un modèle très, très populaire, mais qui est récent. Okay? C'est un homme qui s'appelle Robert Greenleaf. Et en 1970, il a développé un concept qui s'appelle le leadership serviteur. Et donc, son point, c'était, si tu veux être un leader, un bon leader, tu dois servir les gens. Puis c'était ça, tout ce qu'il a développé. Il y a eu des livres qui sont sortis là-dessus. Il y a encore des livres qui sortent là-dessus. C'est la nouveauté. Comment être un bon leader? Tu te rappelles tout à l'heure, justement, tu as fait allusion à ça, qu'avant, le leadership, c'était on écrase les gens, on est directif, on donne des ordres et tout ça. Puis tranquillement, ça s'est adouci vers quelque chose d'un peu plus relationnel. Et justement, c'est dans cette mouvance-là que ce mouvement, que ce concept a été développé du leader-serviteur. Donc, en gros, c'est qu'une personne, un leader, en fait, pour être influent, doit développer sa capacité à connecter avec les gens et à faire passer leurs besoins au-dessus des siens. Donc, ça change complètement le concept, en fait. Avant, on a l'impression que le leader est au-dessus. Là, le leader se met au même niveau. Donc, qu'est-ce qu'en fait un leader-serviteur? C'est, comme je disais, un leader qui place les besoins des personnes qui sont sous lui ou qui le suivent au-dessus des siens. Et donc, la façon de le faire, c'est vraiment de passer par l'écoute, bien sûr, plutôt que de parler. Ça, c'est dans le côté de renforcer aussi de renforcer la capacité les capacités des gens, dans le sens de les appuyer dans leurs dons, dans leurs talents, les aider à ce qu'ils puissent se développer, leur donner du pouvoir, leur redonner leur pouvoir, leur permettre d'accroître leur influence aussi. Et le tout, c'est vraiment que les membres de notre équipe puissent être dans l'épanouissement et dans le bien-être. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Vas-y Nadine, dis-le. Ça rappelle Jésus qui lavait les pieds de ses disciples. Exactement. Alors, quand on dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, là, alors le gars, il croit avoir créé la nouvelle façon de diriger le monde, alors que Jésus, bien il y a encore 2000 ans, avait déjà tracé ce chemin-là et avait montré la façon de le faire, le fameux leader-serviteur. Donc, personnes qui collaborent, on est des co-ouvriers finalement ensemble. L'idée d'encourager, la notion d'élever, de faire honneur encore une fois, de célébrer les victoires, les accomplissements des personnes, faciliter le développement aussi des personnes, et aussi ce qui vient dans le concept, et que Jésus faisait très bien, c'est de créer et d'entretenir le sentiment de communauté. Pour ça qu'il avait ces 12 personnes ensemble. En fait, le leadership n'est pas fait pour être fait seul.
C'est pour ça qu'on parle beaucoup de notion d'équipe. Et que tantôt, je disais, si un leader marche et puis qu'il n'y a personne en arrière de lui, il fait juste prendre une marche. Donc, il y a vraiment l'idée d'être ensemble et de le faire ensemble. Mais là, ce n'est pas « je te dis quoi faire », c'est « on le fait ensemble ». Donc, et pourquoi j'ai voulu relever ce point-là ? Non seulement parce que c'est nouveau, c'est récent, donc il y a beaucoup de littérature qui sortent là-dessus, mais aussi parce que je trouvais, tu sais, je te disais, en tant que femme, on cherche notre façon d'être leader et qu'on a souvent un modèle masculin et qu'on cherche la façon de le faire. Moi, je trouve que ce modèle-là est facile à appliquer et correspond à notre féminité, à notre nature de femme. La femme, naturellement, aime aider, aime prendre soin, se donne corps et âme, le côté relationnel, bien sûr. Ça fait partie de nous. Donc, on ne part pas de si loin, on a juste à être nous-mêmes dans notre essence et la magie opère, entre guillemets. Et on peut ainsi être influente, puissamment influente, parce que ce concept-là, les entreprises qui mettent ça en place, ça révolutionne l'atmosphère dans les églises. Donc imaginez si nous, en tant que femmes leaders, on devient des leaders serviteurs à l'image de Jésus, à quel point notre rayonnement, notre niveau d'influence peut grandir, mais en plus dans la douceur, dans la bienveillance et surtout dans le fait que c'est l'autre avant nous. Puis ça, on est capable de le faire naturellement. Nos enfants, on les fait passer avant nous. Il y a plein de choses qui font que souvent la femme s'oublie au détriment d'eux. Donc c'est un leadership qui semble inversé, mais qui pourtant produit du fruit. Donc c'est pour ça que je trouvais intéressant de le mentionner dans cette catégorie-là. Ce que je voulais dire, j'ai oublié là dans la seconde même ce que je voulais dire, mais je sens que ça revient, Séverine. Tu penses que je voulais dire quoi, Séverine? Je sais pas, Nadine, toi qui connais ton ami et qui... Je rebondis, Annabelle. Ouais. Et je dis que, en fait, la fin de ta phrase, c'est tellement fort ce que tu as dit. C'est que c'est inversé, mais c'était... Ok, vas-y. Non, bah fini. Non, vas-y, finis. C'est bien. Ton point, C'est inversé, mais au final, on revient dans l'ordre normal. C'est ça que tu voulais dire? D'accord. Ce que je voulais dire, c'est que faut pas non plus minimiser le mot d'influencer, parce que c'est pour ça qu'aujourd'hui, influenceur, quelque part, ça a perdu un peu de sa valeur. Influencer, c'est créer une marque chez quelqu'un, un changement de trajectoire, un changement dans sa façon de faire, de penser. Tu vas vraiment laisser une empreinte, et c'est pas juste une phrase choc que tu ressors à l'occasion, c'est laisser ton empreinte. Et c'est sûr, on a pu être influencé quelquefois par des personnes qui ont été de passage dans nos vies, mais on est influencé surtout par des personnes avec qui on est régulièrement en contact, qu'on entend régulièrement, qu'on voit régulièrement. Et même si c'est des gens finalement à travers les médias, si vous regardez par exemple Parole de Femme tous les jours, bah oui, ça se peut que Parole de Femme vous influence. Par contre, si vous regardez Parole de Femme une fois dans l'année, peut-être que Parole de Femme pourra avoir une influence, mais elle sera très, très limitée. Et c'est de se dire, c'est qu'est-ce qu'on veut mettre derrière influent? Est-ce que je veux juste impressionner les gens avec des phrases chocs, avec des ceci et des cela? Ou alors, est-ce que je veux vraiment influencer? Influencer, ça veut dire, je vais avoir un impact dans la vie, et bien souvent, ça va demander de m'arrêter, de m'investir et d'aimer les gens, en fait, de prendre le temps avec ces personnes-là. Et c'est là où on revient un peu, on revient totalement au leadership. Leader-serviteur, c'est pas quelqu'un qui veut être servi par les gens qui l'entourent, c'est quelqu'un qui veut donner aux gens qui l'entourent. Et c'est comme une boucle, parce qu'après, quand cette personne donne aux gens qui l'entourent, en retour, ces gens-là veulent le servir, veulent servir la vision, veulent accompagner cette vision-là. Et ça revient encore, on en a parlé pendant la semaine, mais l'important justement de cette femme leader, d'être consciente et d'être à l'aise avec sa personne, avec qui elle est, consciente de sa personnalité et de sa valeur. Parce que des fois aussi, on a peur de justement tomber dans ce type de leadership, parce qu'on a peur qu'on se serve de nous, qu'on nous prenne pour un tapis, et voilà, et qu'il y ait des excès, etc. Et c'est pour ça que c'est important de dire, je ne veux pas non plus fonctionner par la peur. On a parlé lundi de la peur de l'échec qui peut nous empêcher de nous lancer dans des choses, mais je ne fonctionne pas non plus dans la
peur qu'on abuse de moi, qu'on me prenne pour le tapis. Au contraire, on n'a pas un esprit de timidité. La Bible nous dit dans Timothée, on a un esprit de foi, de sagesse, etc. Je ne connais jamais la fin de ce verset, mais il y en a 3. Tu le connais, toi, le verset? Ok, laisse. Oui. C'est vrai que je t'écoute pas vraiment. Peut-être que je pensais à ce que je voulais dire. De foi, de sagesse et de force. De foi, sagesse et force. Tu m'as affiché. Pardon. Je suis un peu rouge, là, j'ai chaud. Du coup, je rebondis directement sur ce que je voulais dire. Puisqu'on parle de leader-serviteur. C'est horrible. Je repense à Jésus, qu'il a vraiment fait la différence quand il est arrivé dans son leadership, parce que les gens étaient habitués à un leadership qui était très dur, c'est ça, et très autoritaire, où le peuple n'avait rien à dire. Il y avait les grands prêtres, les spécialistes de la loi, voilà, nous on sait tout, vous savez rien, vous faites ce qu'on vous dit, et puis point. Et quand Jésus est arrivé, et qu'il avait cette capacité de parler aux foules avec des mots que les gens comprenaient, avec des images que les gens comprenaient, qui faisaient rappel, qui leur faisaient écho, parce que c'était leur quotidien, et il leur donnait à manger, il a multiplié les pains, il a pris soin d'eux, il s'est demandé mais comment ils vont faire et tout ça. J'ai compassion d'eux, je pleure pour eux, je les guéris, je les aide, je fais quelque chose pour eux. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui a attiré le cœur des gens vers Jésus. Et je ne crois pas que les gens étaient attirés par les pharisiens. Les gens avaient peur des pharisiens, fuyaient les pharisiens. Si tu étais ami, si tu étais dans le clan des pharisiens, c'est super. Mais quand tu n'étais pas dans le clan des pharisiens, c'était pas de bol pour toi. Et au contraire, Jésus, lui, attirait toutes ces personnes. Et je crois que c'est là où on voit un fort niveau d'influence. Et quand Jésus est arrivé, il n'avait pas de titre, en tout cas humain. Il faisait pas partie des grands prêtres et tout ça. Eux avaient des titres, mais on voit qu'en fait, en quelques temps, même quelques jours finalement, à partir du moment où Jésus est entré pleinement dans son ministère, il y a eu un inversement d'influence. Et c'est ce qui a fait très peur aux pharisiens, mais ce qui nous montre c'est quel leadership fonctionne le mieux et lequel produit aussi des œuvres qui sont les œuvres du royaume de Dieu. Et c'est ce que Jésus a manifesté, et c'est ça qui a attiré les gens. Donc si on veut que les gens nous suivent, et si on veut que beaucoup de gens nous suivent, prenons comme exemple Jésus. Voilà, Nadine. Voilà. Bien rattrapé. Non, j'y pensais tellement bien, tu vois, que c'est pour ça que je me suis permise de rater 2-3 mots dans l'émission. Pardon. Mais maintenant, c'est bon, je suis là, j'écoute chacun de tes mots, c'est vrai. Oui, merci. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Okay. Dans ce cas-là, je vais donc passer à l'autre point, qui est le mot que j'avais à cœur d'utiliser, c'est le mot mentorat. Okay? Donc, le mot mentorat, c'est vraiment, je ne sais pas si on peut dire la définition, mais vraiment l'idée, c'est de se déverser dans quelqu'un, à partir de connaissances que l'on a, de montrer à la personne ce qu'on sait faire. Puis, dans la société qui a évolué vers quelque chose de beaucoup plus égoïste, beaucoup plus égocentrique, moi d'abord, l'autre, je m'en fiche. Et moi, je sais, et toi, tu sais pas, tout bad pour toi. Et vraiment, ce côté de... Dans l'Église aussi, ça s'est transmis. Avant, il y avait une plus grande... les chrétiens plus matures prenaient du temps avec les chrétiens plus jeunes. Moi, ma maman, quand elle s'est convertie, il y a un couple de l'Église qui l'accueillait à chaque semaine et qui lisaient la Bible avec elle, qui l'ont aidée à prier, qui lui ont donné des conseils pour m'élever. Elle était monoparentale avec moi, qui lui ont donné des conseils pour prier avec moi. Et c'est comme ça qu'elle a fait ses premiers pas dans la foi. C'est pas à l'église, c'est pas à partir de prédications et tout ça. Et d'ailleurs, la prédication, j'y crois, bien sûr. Je crois dans la puissance de l'église, dans la proclamation de la parole, mais ce n'est pas suffisant pour permettre aux gens de grandir. Les gens ont besoin de pouvoir parler de leurs propres défis et d'avoir des gens qui sont passés par le même chemin pour être capables de leur expliquer. On revient encore à ce que j'expliquais au départ. Quand on est mentor, on trace un chemin, on avance, il y a des gens qui nous suivent. Et pourquoi j'apporte ça dans ce point-là? C'est que je crois qu'une femme leader est une femme qui doit mentorer. C'est une femme qui doit chercher
à mentorer, qui doit chercher à se déverser. Si tu as appris quelque chose, puis c'est applicable pour n'importe qui. Une maman peut aider une autre maman, par exemple pour allaiter. Un professeur qui a déjà de l'expérience peut aider un jeune qui commence, comment gérer sa classe. C'est à l'infini. Mais si on changeait ça, si les femmes se levaient et au lieu d'être centrées sur elles, sur leur propre avancement, comme les hommes, je fais une généralité, on s'entend, hein, mais je veux juste amener le côté fibre féminin, là, de se déverser autour, et ben ça, encore une fois, ça inverserait un phénomène, et les générations qui nous suivent en sortiraient grandies, les femmes autour de nous en sortiraient grandies. Tu as des choses à m'apprendre, j'ai des choses à t'apprendre. Encore une fois, cette espèce de soutien mutuel de femmes qui lèverait tout le monde ensemble vers plus de connaissances, plus de sagesse, plus de compétences, plus de savoir-être, plus de savoir-faire. Encore une fois, tous ces éléments qui sont tout aussi importants, mais qu'on n'apprend pas dans les livres. On a beau lire, il y a tellement de gens qui lisent, mais en même temps, ça ne change rien. C'est la pratique. Et la pratique, ça passe par le relationnel, ça passe par ce que je t'explique, par ce que tu m'expliques. Quand on lit la Bible, tu l'as compris de cette façon-là, je l'ai compris de cette façon-là. On s'édifie mutuellement, c'est d'un verset biblique. On a perdu cette notion-là. Les gens viennent à l'église, repartent, chacun chez soi. Imaginons que des femmes se lèvent et se déversent. Qu'est-ce que ça changerait? C'est vrai. À l'inverse, nous avons tous besoin d'être mentorés. Et je disais tantôt qu'on n'a pas beaucoup d'exemples, justement, de modèles de femmes. Mais nous sommes le modèle pour quelqu'un, et quelqu'un nous inspire. Mais prenons-le, que si on veut vraiment avancer, si on veut vraiment devenir des leaders, on a besoin de progresser, puis c'est difficile d'avancer tout seul. S'il y a une personne qui vous inspire, pourquoi pas aller la voir et lui demander « J'aimerais ça passer du temps avec toi. J'aimerais ça que tu puisses me montrer des choses. » Avoir l'humilité d'aller au-devant de quelqu'un qui va nous montrer aussi son chemin par lequel elle est passée et nous inspirer, nous donner des conseils, nous éviter de faire des erreurs, de faire les mêmes erreurs par lesquelles elle est passée, puisqu'elle est passée par là. Elle a tellement de choses à nous apporter. Alors, c'est pas nouveau ce que je viens de dire. C'est quelque chose qui existe, mais que je veux ramener à l'avant-plan, parce que je crois que, comme je disais, on se cherche un peu des fois dans notre leadership féminin. Et je crois que le mentorat, on le fait naturellement en tant que mère, par exemple, si on multipliait ça autour de nous, encore une fois, il y aurait vraiment, en termes de leadership féminin, il y aurait une armée de femmes équipées, formées, qui s'entraideraient mutuellement. Et ça, au niveau pour le royaume, d'une manière générale, qu'on soit leader dans l'Église ou pas, là je parle, mais vraiment le royaume et l'Église et le monde, en fait, en sortiraient grandi. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, j'aime. Quand tu parlais, ça me faisait penser à ce verset que tu aimes bien, Annabelle, que tu aimes bien citer. Dans Tite. Dans Tite. Ouais, il y a ça veut dire chacun allait le citer. Que les femmes plus âgées, voilà, prennent soin de donner aux jeunes filles. Enseigne aux plus jeunes femmes à aimer leur mari, leurs enfants et à prendre soin de leur maison. À faire le ménage, quoi. En fait, ce verset est en train de résumer ce que tu es en train de partager. Ces femmes plus âgées qui sont là pour donner des conseils avec bienveillance, parce qu'elles-mêmes aussi, elles marchent d'une certaine manière. Parce que ce n'était pas n'importe quelle femme, ça disait bien qu'elles ne soient pas elles-mêmes déjà, et il y avait des caractéristiques qui avaient été données par rapport à ces femmes-là, et parce qu'elles-mêmes, elles ont vécu d'une certaine manière, elles peuvent à ce moment-là déverser dans les plus jeunes, pas regarder à dire « Ah, mais tiens, moi, j'avais pas fait comme ça. Ah, tiens, regarde les erreurs qu'elles sont en train de faire. » Mais vraiment, en ce désir de partager leur sagesse, de partager leur connaissance, parce qu'elles comprennent bien que lorsqu'elles le font, il y a une suite qui se fait. Lorsque cette jeune femme apprend à bien prendre soin de sa famille, à prendre soin de sa maison, ben, c'est une famille, c'est un foyer, c'est toute une nouvelle génération qui part du bon pied. Et ce que tu es en train de parler par rapport au mentorat, c'est tellement important. Aujourd'hui, justement, on est dans cette société ou cette génération où est-ce qu'on veut tracer son chemin et on veut répondre de personnes et on veut être voilà, très, très individualiste. Et lorsqu'on arrive justement au succès, ben, on est content et on est comme la seule personne qui a réussi et puis voilà, on est fiers de ça. Mais on serait beaucoup plus fiers. Et c'est encore une fois le royaume inversé. Les choses du monde sont d'une manière, mais dans le royaume de Dieu, c'est complètement différent. Et dans le royaume de ce monde, c'est une personne au top.
Mais dans le royaume de Dieu, déjà, c'est tout le monde au top. Il y a assez de place au top pour tout le monde, en fait. Et lorsqu'on a cette attitude-là, cette façon de faire, ça peut vraiment faire toute une différence. Et tu parlais de l'encouragement. Des fois, de dire, OK, je suis inspirée par Parole de Femme. Ben, j'encourage Parole de Femme par un commentaire, par encouragez-nous, encouragez-nous, laissez-nous un commentaire. Mais c'est vrai, c'est des petites choses, mais qui font une différence et qui font il y a un effet à long terme, en fait, par rapport à ça. Ça revient encore à son caractère. Vraiment, on est une leader influente, mais ça part aussi par notre caractère. Ayant un caractère qui est bon, qui est bienveillant, qui voit le meilleur chez l'autre et qui veut déverser, qui veut semer dans la vie des autres. Et ça fait vraiment une différence à long terme. Et j'aime aussi le fait que tu apportes les 2 points. On mentor, mais on est aussi mentoré. Et parce que aussi là où on en est aujourd'hui, beaucoup de gens sont mentors. Beaucoup de gens font du coaching, font des mentorats, des formations en toutes sortes de choses, etc. Et c'est pas une mauvaise chose parce que c'est bien de rendre la formation accessible et dans toutes sortes de domaines et que c'est pas juste une élite qui peut se former. Maintenant, attention aussi à la qualité des formations qu'on va offrir. Parce que lorsqu'on parle de mentorat aujourd'hui, ce que Séverine disait, c'était une transmission. Tu parlais d'une maman qui allaite. Elle va parler à une autre maman qui allaite à l'église. Elle va pas forcément faire un site internet, commencer à avoir une chaîne YouTube et tout ça. Et c'est là où, quelquefois, on mélange un peu tout. On a l'impression que l'influence, le mentorat, ça passe forcément par quelque chose de public. Ça passe par une chaîne, ça passe par un réseau, ça passe par ceci ou ça passe par cela. Mais en fait, c'est que on commence, ça veut pas dire que ça passe pas par là, mais c'est pas que ça. Ça veut dire que quelquefois, tu vas rencontrer des gens qui sont prêts à aider la planète entière à travers une chaîne, mais la personne qui est à côté, elle est là, elle a besoin de ton conseil. Est-ce que je fais un live? Et c'est de revenir aussi à cette réalité, cette influence réelle, cette influence relationnelle où on peut se toucher à distance en respectant les consignes sanitaires, mais on peut influencer, ne pas oublier les gens qui sont autour de nous. Et encore une fois, on revient au modèle de Jésus. Je ne dis pas que Jésus n'aurait pas eu de chaîne YouTube, mais je suis sûre qu'il aurait pris les 12. Et la foule représente tous les gens avec qui il n'a pas eu forcément d'interaction personnelle, tous ces gens un peu plus loin. Mais je suis sûre que Jésus aurait pris les 12 pour pouvoir les enseigner, pour pouvoir répondre à leurs questions. Quand il parlait en parabole, la foule repartait, ils n'avaient rien compris. La Bible nous dit, ils ne comprenaient pas. Et les disciples, mais ils étaient contents. Mais les disciples, après, la Bible nous dit, ils allaient vers Jésus et l'interrogeaient parce qu'ils avaient cet accès. Et c'est là où Jésus faisait de la transmission. Et tout ce qu'ils ont compris, tout ce qu'ils ont reçu, c'est ce qu'ils nous ont redonné aussi à travers les évangiles. Et on dit, mais merci les gars d'avoir posé des questions. Merci d'avoir cherché à savoir, d'avoir eu cet accès auprès de Jésus. Parce que à nous, ça nous est utile aujourd'hui. Et c'est là où il ne faut pas se perdre non plus dans l'influence. Il y a quelqu'un à côté de toi aujourd'hui que tu peux influencer et il ne faut pas t'en priver juste parce que tu veux du nombre, parce que tu veux le public, tu veux les médias, etc. Que le Seigneur puisse t'ouvrir les yeux sur les besoins aussi autour de toi. Et Séverine, dans les quelques minutes qui nous restent, est-ce qu'il y avait un autre point pour devenir une leaduse influente? Oui. Écoute, je terminerai avec un qui me tient vraiment beaucoup à cœur. C'est l'authenticité. Et encore là, à contre-courant, le royaume inversé, d'être vrai, d'être juste nous, sans artifice, sans chercher à être qui que ce soit ou à créer l'influence jusqu'à un certain point, là, mais par quelque chose qu'on n'est pas. Je crois que quelqu'un d'influent est quelqu'un... Je pense que Jésus, justement, il attirait parce qu'il était authentique. Un leader serviteur est authentique. Il s'intéresse vraiment à ton besoin. Il veut vraiment ton bien. Il ne joue pas de game. On vit dans un monde où des fois, parce que justement on est leader, on met un masque de force, un masque de compétence. Alors des fois on ne l'a pas, mais on va donner ça s'est déjà arrivé, là, des leaders des fois qui vont sortir quelque chose, puis tout le monde regarde, mais c'est lui le leader. On est comme...
c'est du n'importe quoi. J'arrivais des profs là, qui parlent, tu veux comme... C'est pour voir si vous suivez. Ouais, c'est ça, quasiment, on sait, mais pour pas perdre la face, entre guillemets. Donc, le côté vulnérable, on l'a perdu, ce côté-là, parce que c'est signe de faiblesse. Et pourtant, il y a tellement une force dans la vulnérabilité. C'est puissant comment, quand je suis juste moi, je connecte plus puissamment avec quelqu'un. Parce que la personne, elle se reconnaît en moi. Donc, mon défi devient le sien. Elle est capable de me parler, puis je suis capable de ne pas la juger parce que je suis passée par là aussi. Donc, encore une fois, ça nous met sur un pied d'égalité et surtout, ça permet à la personne qui est influencée par nous de dire, ben, si elle y est arrivée, moi aussi. Là, on montre l'exemple parce qu'on lui montre que c'est possible. On était comme elle. Donc, c'est vraiment quelque chose à laquelle moi, je suis revenue depuis déjà quelques années et que j'essaie d'être intentionnelle par rapport à ça, d'être authentique. Je veux que quand les gens me voient ici, que les gens me voient chez moi, que les gens me voient au travail, avec mes amis, c'est la même Séverine partout. Puis des fois, je vais bien, puis des fois, je vais pas bien. Et c'est correct aussi. C'est pas parce que je suis leader, c'est pas parce que d'un seul coup, que justement je suis intouchable et que les événements de la vie, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Quand ils ont fermé récemment là, pour les réveillons et tout ça, puis que je me suis retrouvée seule chez moi, ben j'ai beau dire, par exemple, aux célibataires de mon groupe que je te parlais tantôt, que c'est la vie vaut la peine, puis c'est accroche-toi et tout ça, mais là on était tous dans le même bateau, quoi. On est seuls. On est seuls chez nous, et puis c'est la réalité là. Donc pourquoi donner un espèce de message de go, 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 alors qu'au fin fond de moi, j'étais autant affectée, sinon plus qu'elle. Donc, je leur ai dit, vraiment, là, moi, le réveillon de Noël, je trouve ça difficile. Puis je te comprends. Mais c'est sûr qu'elles vont m'écrire. C'est sûr que là, quand je vais leur dire ensuite, c'est possible d'avoir une belle vie même en étant célibataire, elles vont me croire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est une influence subtile, mais puissante, qu'est la vulnérabilité puis l'authenticité. Et c'est une influence qui dure dans le temps parce que les gens, c'est pas que les gens nous mettent se mettent les uns les autres à l'épreuve, mais le temps nous met à l'épreuve. Et puis ça évite qu'il y ait des déceptions au bout de quelques jours, quelques mois, quelques années. Je pensais pas que tu étais comme ça. Au moins, quand on est authentique, on déçoit tout de suite. Le tri se fait plus rapidement. Et moi, j'aimerais terminer cette émission en disant, Nadine, moi j'aime tout ce que tu dis, surtout ce que j'entends de toi. Et non, vraiment, je suis désolée. Je voulais dire quelque chose, c'est bon. Oui. Je voulais dire aussi par rapport à tout ce qu'elle disait, c'est important, une leader influente, c'est une leader qui aime. Et aimer les gens, aimer les groupes. Des fois, on est en mode leadership, en mode je veux influencer, sans aimer ces personnes-là. Et des fois, c'est ça aussi qui bloque et qui fait qu'on a un leadership qui n'est pas authentique parce qu'on veut montrer des choses, etc., pour atteindre certains buts. Mais en fait, on doit peut-être juste retourner en arrière et se dire, est-ce que j'aime ces gens que je suis en train de mentorer? Et c'est déjà ça, la différence. Il faut aimer les gens. Il faut faire les choses avec le cœur, pas dans un désir de remplir une case et de dire que j'ai 10 000 personnes derrière moi, mais d'aimer sincèrement les choses. Et bien voilà, sur ce, nous allons vous laisser et on va se retrouver demain pour une prochaine émission de Paroles de femmes et nous allons voir les habitudes et les caractéristiques d'une leader.